Bonjour Ksenia Federova. Bonjour. Bienvenue à vous. Une reprise de la guerre contre les États-Unis est inévitable, c'est ce que dit un haut responsable militaire iranien aujourd'hui. On le sait, on en parle depuis quelques semaines, les discussions entre Téhéran et Washington pour mettre fin durablement à ce conflit piétinent. Écoutez Michael Benamou, co-directeur du think tank OPWI, il était l'invité de BFM TV ce matin et selon lui, c'est l'Iran qui a les cartes en main. Les Iraniens sentent bien qu'ils ont la main sur la situation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des dizaines et des dizaines de pays qui font un pèlerinage à Téhéran comme jamais en fait depuis des décennies. C'est-à-dire que les Européens et les pays du Moyen-Orient vont à Téhéran ou appellent Téhéran pour demander la fin de cette situation. Donc du coup, Téhéran a bien compris qu'il avait la main sur le moyen terme en fait. C'est-à-dire que en fait, avec le contrôle d'Ormuz, ils tiennent le monde et ils tiennent leur région. Et donc ils savent très bien qu'une fois que les Américains seront partis ou qu'ils auront réduit leur dispositif militaire, qu'ils pourront négocier un accord régional à leur avantage. Et donc, ils font durer cette espèce de guerre à feu doux, parce qu'ils savent bien que dans 6 mois, 1 an, ils prendront le contrôle, pas total, mais le contrôle, un bon contrôle de cette région. Alors finalement, ce qu'on comprend avec ce que Michael Benamou nous dit, c'est que l'Iran a tout intérêt à faire perdurer ce flou entre les deux pays, quitte peut-être même à reprendre les hostilités. Oui, mais je pense que ce qu'il dit, c'est quelque chose que nous avons dit beaucoup et souvent en plusieurs reprises sur ces plateaux aussi, parce que évidemment qu'Iran a les cartes en main pour continuer à mettre la pression autour de cette situation. Et ils sont même avertis avant qu'ils vont fermer le détroit d'Ormuz. Oui, donc ce fut l'erreur stratégique de Donald Trump. Oui, mais en tous les cas, c'est pas une surprise. On peut pas dire aujourd'hui, tous ces experts qui nous ont expliqué qu'Iran va tomber, le régime va tomber avec les premières frappes israéliennes et américaines, c'est eux qui s'est trompé, parce que depuis le début, c'était clair que l'Iran va continuer de résister. Aujourd'hui, Donald Trump il cherche vraiment une sortie de ces conflits. Il cherche une sortie avec une victoire. Et en fait, il se trouve dans la situation où aujourd'hui, c'est l'Iran qui est capable de dicter les conditions. Il ne faut pas oublier que selon l'agence iranienne, l'Iran a décidé de supprimer les échanges avec les Américains à cause de continuation des opérations militaires d'Israël en Liban. Oui, on va en parler, ce qui se passe au Liban là aussi. On va en parler, exactement. Donc pour moi, je pense que tout est plus ou moins clair. Aujourd'hui, Donald Trump se trouve un peu dans une impasse, il cherche une sortie, et voilà, l'Iran a toujours la capacité de continuer de résister. Mais militairement aussi, parce qu'économiquement, on a bien compris qu'ils avaient des cartes maîtresses en main, que ce soit les détroits d'Ormuz ou voilà, toutes les infrastructures pétrolières. Mais militairement aussi, l'Iran pourrait s'en sortir. Je pense que bien sûr que les États-Unis, c'est une puissance militaire beaucoup plus importante qu'Iran aujourd'hui. Mais pour avoir un vrai effet, les États-Unis sont obligés d'y aller sur les terrains. Et si Donald Trump décide d'aller sur les terrains, dans ces cas, ces conflits vont prolonger. Ça va pas finir dans quelques jours. Donc, pour les États-Unis et pour Donald Trump, c'est une option, mais c'est une option qui va coûter cher aussi politiquement parlant. Avant les midterms, on a parlé de ça aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, entre les choix, trouver un accord avec l'Iran et recommencer les frappes et recommencer cette guerre, je pense que pour Donald Trump, la préférable option, c'est trouver un accord. Et c'est pas mettre les États-Unis dans une autre guerre qui va durer longtemps et qui va probablement coûter beaucoup plus cher qu'on prévoit. Mais ça coince notamment sur le nucléaire, et l'Iran l'a rappelé, ils ne veulent pas de compromis parce que pour eux ce serait une capitulation et c'est hors de question. Exactement, mais c'est plus que ça. Aujourd'hui, Iran mettre sur la table aussi les questions des Liban. Et on va en parler, comme vous avez dit. Mais c'est pas que nucléaire, c'est pas que ça. Il y a plusieurs conditions qu'Iran exige aujourd'hui aux États-Unis. Sébastien Ligné, avant qu'on en vienne justement au Liban. Oui, mais on a quand même l'impression, quand je dis on, c'est l'Occident, et je mets les Américains dans le panier, qu'on a tous sous-estimé collectivement la capacité du régime iranien à tenir. Je pense que Ksenia parlait de ces experts qui nous expliquaient en plateau que c'était impossible de bloquer le détroit d'Ormuz et que c'était une fantaisie et que ça n'arriverait jamais. On nous a expliqué que le régime iranien pourrait tomber en quelques jours si le peuple sortait dans la rue. D'ailleurs, Donald Trump avait encouragé. Et on a vu ce que ça a donné. On nous expliquait que si on coupait la tête de l'ayatollah Khomeini, mais la suite découlerait
comme par magie, que tout s'effondrait, que les gardiens des révolutions finiraient par fuir le pays, etc. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que malgré le fait qu'en effet, l'économie iranienne, elle est durablement endommagée, on parle de l'inflation, évidemment, l'aspect commercial, énergétique, bien sûr que le régime politique est affaibli, qu'aujourd'hui on est dans une Iran un petit peu fragmentée où chaque région est un petit peu autonome, mais malgré tout cela, ça tient. Et j'ai du mal à voir une porte de sortie diplomatique, surtout quand on connaît les méthodes de Donald Trump. Ce qui est très intéressant dans ce conflit, c'est qu'on voit à quel point les méthodes de Donald Trump, qui ont pu fonctionner au Venezuela, qui ont fonctionné lors du conflit entre le Hamas et Israël, là ça ne marche pas, ça ne marche plus. Les provocations de Donald Trump, les menaces répétées de Donald Trump, finalement, ont fini par être contre-productives. Et quand il a parlé de ces multiples ultimatums, on les comptait chaque semaine sur Europe 1, alors c'est le combienième, c'est le 3e, c'est le 4e, qu'il expliquait à la télévision américaine, si demain il n'y a pas un accord, une civilisation va mourir. Tout cela, en fait, a été totalement contre-productif. Et aujourd'hui, le régime iranien, et peut-être d'une certaine manière, le peuple iranien se dit, il n'ira jamais au bout de ces menaces-là. On ne peut plus le prendre au sérieux. Et ça, c'est dangereux, parce que si les Américains perdent leur force dissuasive, leur force de menace, qui est une force importante dans une diplomatie, bah, c'est un régime américain ils ont quand même l'option militaire qui est très forte. Ils sont quand même beaucoup plus puissants que l'Iran. Une force des interventions militaires au sol, en Irak, il y avait eu 200 000 soldats américains sur le sol en Irak. Pour un pays de la taille de l'Iran, avec les forces iraniennes, je pense que même 200 000 ne suffiront pas. Enfin, ce serait une opération d'envergure XXL qui durait plusieurs années. Donald Trump ne peut absolument pas se permettre cela. Alors venons-en au Liban, puisque l'armée israélienne mène au Liban son incursion militaire la plus profonde depuis l'an 2000. Un accord au Liban, on l'a dit, est crucial pour les Américains notamment, parce que l'Iran a conditionné tout accord pour mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient à un cessez-le-feu au Liban. Alors Donald Trump se bat pour le rêve, vous le disiez aussi. La preuve, il a mis la pression, il l'a fait savoir à Benjamin Netanyahou de manière un peu à la Trump, quoi. Tu es complètement fou, ce serait emporter Donald Trump, tu serais en prison sans moi, aurait également dit Donald Trump. Je t'ai sauvé les fesses, tout le monde te hait maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. Xenia Fedorova. Oui, mais le fait qu'Israël a ses propres objectifs et que Netanyahou n'est pas toujours d'accord avec cette idée de trouver, de signer un accord avec Iran, c'est clair. Ils ont ces objectifs en Liban, et je pense qu'ils ne sont pas pris au très sérieux. C'est les feux qui sont violés à plusieurs reprises. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la tension entre Netanyahou et Donald Trump est devenue assez évidente et visible. Donc, la vraie question... C'est pour ça que je vous citais justement ces phrases. Exactement, et c'est assez, en fait, les mots sont assez violents. Il faut pas dire, c'est un peu... Oui, c'est entre deux dirigeants, on le rappelle. Ça me rappelle un peu les mots de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Zelensky, à un moment qu'il était aussi très violent. Je pense que Donald Trump n'est pas content du tout de fait que Netanyahou fait ce qu'il veut. Donald Trump s'est engagé dans cette guerre, selon les médias américains, parce que Netanyahou l'a demandé, il est assuré qu'ils sont tous ensemble et il suit la direction des États-Unis. Et là, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il n'est pas content, c'est sûr. La vraie question, est-ce que Netanyahou va suivre ce que Donald Trump lui dit maintenant, à partir de maintenant, ou est-ce qu'il va continuer avec ses objectifs qui ne sont pas du tout liés aux idées et aux envies de Donald Trump d'aujourd'hui? Alors, Donald Trump a parlé, Jean-Noël Barrot aussi, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il était l'invité de France 2 ce matin et il a appelé une désescalade entre Israël et le Hezbollah, mais dans des termes beaucoup plus policés que ceux de Donald Trump. Nous reconnaissons le droit d'Israël à la légitime défense, y compris face aux attaques inacceptables du Hezbollah. Mais rien ne peut justifier la poursuite des opérations militaires et l'occupation prolongée d'Israël dans la profondeur du territoire libanais. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé, évidemment, à un cessez-le-feu, que le Hezbollah cesse d'attaquer Israël, qu'Israël cesse d'attaquer le Liban, et que ce dialogue qui s'est engagé pour la première fois depuis si longtemps entre le gouvernement israélien et le gouvernement libanais puisse se poursuivre. Des réunions sont prévues cette semaine à Washington pour aller vers la restauration de l'autorité de l'État libanais, le désarmement du Hezbollah et le retrait d'Israël du sud. Alors Benjamin Netanyahou ne semble écouter personne. La question c'est, quels sont ses objectifs d'ailleurs finaux? Jusqu'où peut-il aller, Sébastien Ligné? C'est compliqué parce que quand on parle même à des Israéliens, on comprend que on peut critiquer leurs méthodes, mais dans le fond, on peut comprendre leurs objectifs. C'est-à-dire que sur la question iranienne,
il vous explique très clairement, oui, on a un désaccord avec Donald Trump, nous on souhaite renverser le régime. C'était la clé de cette intervention. Et en effet, la presse américaine nous explique que c'est vraiment sous pression d'Israël que Donald Trump a accepté cette opération. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont un désamour personnel pour le régime des Mollahs, même s'ils en ont un certainement. C'était qu'ils se sentaient durablement menacés. Et le régime israélien pense que si on laisse les Mollahs avoir la bombe nucléaire, Israël va disparaître et va être rayé de la carte. De la même manière, on peut critiquer la méthode du gouvernement israélien au sud Liban, mais quand on entend les Israéliens nous expliquent que c'est une question de vie ou de mort. Parce que si on laisse le Hezbollah continuer à prospérer dans le sud Liban, on finira par être détruit. Ensuite, là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Noël Barrot, c'est qu'il nous explique qu'il faudrait rétablir la puissance et l'autorité du régime libanais et que c'est grâce au régime libanais qu'on va sortir de cette crise. Ça fait des années qu'on nous explique que c'est au régime libanais de se reconstruire, que c'est grâce au régime libanais qu'on va chasser le Hezbollah. Pardon, le Hezbollah a pris le contrôle effectif d'une partie du Liban. Le Liban est un pays en lambeaux d'un point de vue politique, et je pense d'une certaine manière, sans excuser certaines dérives qu'on a pu voir au sud Liban, que pour Benjamin Netanyahou se dit en fait c'est terminé, on ne peut pas, on n'y arrivera pas par la diplomatie, donc il faut y aller à fond. Alors en effet, c'est des méthodes qui sont parfois... Ah oui, on a appris 6 morts dans une frappe israélienne, c'était hier soir sur un village du sud, dans le Liban, et Israël à l'instant qui dit avoir obtenu l'aval des États-Unis pour frapper la banlieue sud de Beyrouth, si bien sûr le Hezbollah attaque ces localités. Ce qui se passe. Oui, mais encore une fois, c'est la question des intérêts nationaux. Ce n'est pas du tout étonnant que les Américains et les Israéliens aient des intérêts totalement divergents. C'est une évidence. Maintenant, la question, c'est de savoir le rapport de force. On parle beaucoup du rapport de force entre l'Iran et les États-Unis. Mais il y a un autre rapport de force, celui entre Israël et les États-Unis. Qui va remporter ce rapport de force entre alliés? C'est très intéressant. Sur la question iranienne, on avait compris qu'Israël avait plutôt remporté le rapport de force avec les États-Unis et avait contraint, entre guillemets, les États-Unis à rentrer en conflit avec l'Iran. Est-ce que sur la question libanaise, le rapport de force peut s'inverser, ou est-ce que cette fois, le régime israélien va être obligé de se coucher devant les injonctions de Donald Trump?